C'est parti. Et donc, on va parler ce soir, une petite heure, une bonne heure, donc sur C2, de la théorie à la pratique. Je vais donc commencer par une première partie théorique, avec quelques rappels que vous connaissez déjà, pour ensuite vous montrer, vous illustrer à travers deux vidéos, donc la vision que j'ai de corriger une vertèbre C2. Pour petit rappel, bien sûr, encore une fois, je n'ai rien inventé. Je me présente donc Olivier Pirot, ostéopathe à Maubeuge. J'ai été formé donc à l'école d'ostéopathie de Genève et en particulier aussi par Jean-François Terramorci qui m'a enseigné cette technique au départ, bien sûr qui a été reprise après par d'autres, mais il faut toujours un petit peu rendre à César ce qui appartient à César. Et effectivement, l'approche de ces deux que je vais vous montrer ce soir, avec bien sûr mon approche à moi, mes petites astuces personnelles, sont bien sûr au départ issues de la formation ostéopathie, de l'école d'ostéopathie de Genève et de Jean-François Terramorci. J'admets les derniers participants. Il y a encore du monde qui arrive. Voilà. Allez, donc nous allons donc démarrer cette vidéo déjà par une présentation donc, de ces deux de façon théorique via un PowerPoint. Je vais donc faire un partage d'écran, voilà, comme ceci, et permettre donc le diaporama en mode présenteur. Voilà, comme ça. Donc nous allons parler de ces deux, voir ensemble la théorie, des petits rappels biomécaniques dans un premier temps, anatomique, biomécanique, et les trois grandes caractéristiques qui vont nous occuper ce soir, donc les liens mécaniques, les liens bien sûr neurologiques et les liens vasculaires autour de ces deux. On va donc commencer par quelques rappels anatomiques. On a donc un corps vertébral avec en son centre le processus endotoïde, des surfaces articulaires supérieures qui sont convexes, d'avant en arrière, regardant en haut, en bas et en dehors, un grand axe oblique en avant et en dehors, répondant donc strictement aux articulaires inférieurs de C1. Nous retrouvons bien sûr des surfaces articulaires inférieures, les différentes, qui ne sont pas orientées du tout dans le même plan, mais qui regardent plus en bas et en avant, qui commencent à se frontaliser et qui répondent bien sûr strictement aux articulaires supérieurs de C3. Un processus transverse pas trop large, beaucoup moins large que C1, donc il y a très peu de processus transverses, mais bien sûr percé d'un orifice où va passer l'artère vertébrale. Et par contre, une épineuse bifide, alors que l'on n'a pas donc au niveau de C1. Donc, la grande différence entre C1 et C2, c'est que C1 a de larges transverses, percées également bien sûr d'un foramen transversaire dans lequel passe l'artère vertébrale, n'a pas du tout d'épineuse, alors que C2, c'est tout l'inverse, des transverses très courtes, percées bien sûr de ce même processus transverse, donc foramen transverse, pour laisser passage à l'artère vertébrale, et par contre une épineuse beaucoup plus large et beaucoup plus saillante. C'est d'ailleurs la première épineuse qu'on sent après la palpation de l'occiput. Cette différence anatomique au niveau transversaire entre C1 et C2, on va le voir plus tard, va bien sûr complexifier les choses puisque cette artère vertébrale va donc présenter un déport important entre C1 et C2. Et nous verrons ensemble que de par la biomécanique, l'inclinaison, la rotation et bien sûr l'extension va tout de suite amener en contrainte cette artère vertébrale, donc au passage entre C1 et C2. Donc, quelques rappels biomécaniques. Donc, entre C1 et C2, nous avons vu qu'on a donc des surfaces articulaires qui vont être convexes des deux côtés, donc dans le plan transversal. Donc, on va avoir une rotation pure autour de l'axe de l'odontoïde. Les surfaces donc biconvexes entre C1 et C2 nous amènent à voir qu'au niveau de la biomécanique, lors du mouvement de rotation de C1 par rapport à C2, il y a un vissage.
Il y a donc un raccourcissement de la distance entre C1 et C2 lors du mouvement de rotation, ce qui nous amène encore à conclure que toute manœuvre de décoaptation sera strictement interdite, puisque dès l'instant où on va décoapter C1 par rapport à C2, on va automatiquement mettre de la tension au niveau donc de cette artère vertébrale. Si les surfaces sont convexes des deux côtés, c'est justement pour permettre un vissage et un raccourcissement de la distance entre C1 et C2 et tout simplement pour protéger donc cette artère vertébrale. C2 va placer le regard, elle ajuste les macro-mouvements. On verra que d'un point de vue neurologique, il est lié à l'anse cervicale et que cette anse cervicale, merci de couper le micro. Merci de couper le micro. Donc cette anse cervicale va participer donc à la gestion, bien sûr, d'un point de vue neurologique et de la motricité tout simplement du rachis cervical, puisqu'il va y avoir des connexions neurologiques avec les muscles moteurs du cou, les grands muscles moteurs du cou, en particulier donc le scom et le trapèze. C1 va plutôt organiser le regard, elle va ajuster les micro-mouvements par l'intermédiaire donc des muscles intrinsèques de l'œil. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut conclure d'un point de vue biomécanique. Une innervation, on verra un peu plus tard, riche au niveau de C2, C1. Chacun sa place, c'est-à-dire que C2 va faire en sorte de quelque part d'organiser un petit peu la relation oculocéphalogyre, mais dans le macro-mouvement, alors que C1 va plutôt l'organiser dans le micro-mouvement. Alors, juste quelques secondes, voilà. Donc, d'un point de vue biomécanique, on résume, entre C1 et C2, on a donc les grands noms, et entre C2 et C3, un mouvement d'inclinaison avec une rotation homolatérale. Il y a donc une synergie parfaite dans le placement et l'organisation de tout l'aspect tridimensionnel au niveau donc des cervicales supérieures. En résumé, si on regarde le rachis cervical dans son entièreté, vous savez qu'il y a un rachis cervical supérieur, un rachis cervical moyen et inférieur. On va pouvoir le diviser en deux parties. Un rachis cervical supérieur qui va plutôt être organisé autour de C0, C1, C2, plutôt dans l'hypomobilité. On verra ensemble après que d'après les relations mécaniques et d'après l'anatomie, l'aspect de ce cervical, cette charnière cervicale supérieure, c'est plutôt l'hypomobilité, la stabilité, l'organisation de la stabilité. Une charnière cervico-dorsale également plutôt stable, donc plutôt dans l'hypomobilité. Donc nous avons donc les charnières supérieures et inférieures au niveau du rachis cervical qui vont être plutôt des zones stables, riches en éléments conjonctifs, riches en système ligamentaire, justement pour assurer quelque part cette stabilité. Et par contre, une zone intermédiaire de C3 à C6 qui va plus être dans le mouvement, plus être justement dans l'hypermobilité. On dit souvent que le rachis cervical moyen ne se repose jamais. D'ailleurs, si on regarde un peu la biomécanique, il n'y a pas de neutralité. Donc, au niveau entre C3 et C6, on est systématiquement en hypermobilité avec des mouvements combinés de flexion-extension associés à la rotation et bien sûr à l'inclinaison homolatérale. Donc, ce sera bien sûr des zones automatiquement d'usure, des zones un petit peu où il va y avoir souvent la discopathie, l'arthrose. Donc, ce sont des zones aussi où on va rencontrer justement les incus qui vont quelque part ramener un petit peu de stabilité dans ce rachis hypermobile. Donc, ce qui va surtout nous intéresser ce soir, bien sûr, c'est C2 à travers la charnière occipito-cervicale C0, C1, C2. Nous verrons lors d'une prochaine conférence la charnière cervico-dorsale C7, D1 et justement les liens qui existent entre les deux. Nous allons maintenant étudier C2 d'un point de vue mécanique. Alors C2 d'un point de vue mécanique, je vous ai mis quelques planches anatomiques où justement on retrouve ce fort contingent ligamentaire, un contingent ligamentaire bien sûr assuré par le ligament cruciforme, un ligament transverse, un ligament alaire.
Donc, on retrouve un contingent ligamentaire très riche autour de ces deux. N'oublions pas qu'un ligament, c'est un tissu conjonctif. Un tissu conjonctif est animé, bien sûr, de récepteurs neurologiques. On a de nombreux récepteurs neurologiques et mécanorécepteurs au sein du tissu conjonctif. On va donc retrouver quelque part un élément très important autour de ces deux qui est la proprioception. C2 va assurer stabilité et proprioception. Ça va être un méga récepteur proprioceptif, tout simplement dans l'organisation ensuite de l'occiput et le placement qu'on va pouvoir avoir de l'occiput et la relation bien sûr avec l'oreille interne et les canaux semi-circulaires et le système bien sûr autour du canal semi-circulaire, système vestibulaire. On retrouve aussi au niveau de C2 un riche contingent musculaire. Alors, ce qu'on appelle un petit peu les ligaments actifs, on va retrouver des tout petits muscles entre C0, C1, C2, mais le petit droit postérieur de la tête, grand droit postérieur de la tête, oblique supérieur, oblique inférieur de la tête, et même avec une expansion ménagée donc au niveau du petit droit postérieur de la tête entre C0 et C1. Donc autour de C2, nous retrouvons à la fois donc des ligaments passifs, donc on vient de voir, les ligaments tout simplement proprioceptifs, animés donc de mécanorécepteurs, et tout un ensemble de muscles dits plutôt antigravitationnels qui vont gérer la position bien sûr de cette charnière C0, C1, C2 dans l'espace à travers ce qui nous anime tous les jours, qui est donc la gravité. N'oublions pas qu'on est soumis en permanence à la gravité dès l'instant où on se met en position verticale. Cette gravité qui représente grosso modo 9,81 fois notre masse est un élément très important et qu'on ne prend pas souvent en compte d'ailleurs dans les techniques ostéopathiques, mais voilà, c'est un élément important et ça va permettre donc autour de cette charnière C0, C1, C2 et en particulier de C2, on va donc avoir cet aspect un petit peu antigravitationnel et cet aspect justement de gestion de la gravité. On a donc une relation durmérienne, plus ou moins, une notion un peu de rétrocontrôle, et là une notion de mobilité, mais une mobilité contrôlée. Mobilité contrôlée, ça veut dire que ce n'est pas de l'hypermobilité. On est toujours dans l'hypomobilité, puisqu'on est plutôt donc dans une notion de stabilité avec des mouvements de précision et non pas donc des macro-mouvements, tout comme le sont plutôt la mobilité du rachis cervical moyen et inférieur, qui eux vont être plutôt dans le macro-mouvement. Donc C2 va plutôt être dans le micro-mouvement. Donc, pour conclure sur ces deux mécaniques, nous retrouvons donc à la fois un aspect très ligamentaire, très conjonctif, conjonctif passif, conjonctif donc de récepteur, conjonctif informateur, qui va renseigner en permanence sur la position de ce rachis cervical haut, et tout un ensemble donc de muscles courts, dit un peu ligaments actifs, de muscles proprioceptifs antigravitationnels qui vont jouer un rôle complémentaire à ce système ligamentaire dans l'adaptation positionnelle de la tête dans les 3 dimensions. Nous avons bien sûr aussi un autre élément important de ces deux qui est bien sûr l'aspect neurovasculaire et dit neurovégétatif. C2 est fortement lié au ganglion cervical supérieur, ganglion cervical supérieur qui est un relais orthosympathique et qui va gérer toute la microvascularisation du crâne, alors à la fois l'exocrâne et l'endocrâne. Donc à partir de ce relais synaptique du ganglion cervical supérieur va partir les fibres orthosympathiques qui vont bien sûr aller faire un maillage, barésie, autour de la carotide interne et la carotide externe, afin donc d'aller chercher toute les téguments et toute quelque part la vascularisation donc, de ces téguments. Ces deux va aussi bien sûr être lié de par ce côté neurovasculaire à la vascularisation des muqueuses et va bien sûr intervenir dans tout ce qui va être gestion des troubles de l'ORL. Dès l'instant où il y aura des congestions, dès l'instant où il va y avoir donc des inflammations, il va y avoir des perturbations du système immunitaire et perturbations du système sympathique,
nous aurons donc intérêt à aller normaliser, tester ces deux afin de quelque part redéclencher un réflexe orthosympathique dans le but de redéclencher donc une hypervascularisation, un orage vasculaire et de nourrir ainsi le tissu conjonctif crânien, péricrânien et bien sûr tout ce qui va être lié aux muqueuses. Par rapport à cet orage orthosympathique, je vous invite à visionner les vidéos Voyage sous la peau, hein, Jean-Claude Guimberteau, qui nous démontre bien que l'action de la main thérapeutique est essentiellement conjonctive, essentiellement réflexe, hein, qui est, le but sera prioritairement parlant, donc d'amener donc quelque part cet orange sanguin et de favoriser en maximum la vascularisation, là pour le coup donc de tout ce qui va être le crâne, à la fois endocrâne et exocrâne. Nous avons donc aussi un lien très important, dit plutôt bien sûr vasculaire, avec cette fameuse artère vertébrale. Alors l'artère vertébrale, comme nous le voyons ici sur le schéma, hein, très proche au niveau du rachis cervical bas et moyen, très proche quelque part de l'axe rachidien. Donc je vais vous le noter ici, hein, vous le verrez un peu mieux. Hein, comme ceci. Voilà. On a donc l'axe rachidien qui est là. Hein. Donc, effectivement, dans tout ce qui va être rachis cervical bas, il y a moins de danger en particulier parce que l'artère vertébrale se rapproche fortement donc, de cet axe. Alors que la grande particularité donc, de cette artère vertébrale, hein, ça va être que justement, hein, dans la zone ici supérieure, on voit qu'il y a un débord. Okay, il y a un déport ici. Hein. Il va y avoir ce qu'on appelle un porte-à-faux. Hein. Donc l'artère vertébrale va s'écarter fortement donc, de l'axe rachidien, en particulier de l'axe de l'odontoïde, pour revenir ensuite, venir ici avec son homologue, donc créer donc, ce qu'on appelle le tronc basilaire. Le problème, c'est que ce déport va automatiquement créer une fragilité, surtout dans les mouvements combinés d'extension, inclinaison et rotation. Et encore plus, bien sûr, si on y rajoute de la décoaptation. Le mouvement le plus dangereux sera bien sûr un mouvement d'extension, inclinaison, rotation opposée associé à la décoaptation. Vous allez tout de suite comprendre que d'un point de vue pratique, hein, nous interdirons bien sûr de combiner ces mouvements et qu'il faudra essayer de minimiser la rotation. Nous verrons après comment, en quelque part, en essayant de localiser notre action le plus précisément possible entre C2 et C3, tout en limitant et même carrément en se refusant toute extension inclinaison et en essayant donc en limitant donc la rotation à environ 45-50 degrés, pas plus, et en se donnant une marge de sécurité justement pour ne pas mettre en contrainte cette artère vertébrale. Donc voilà un aspect important de ces deux. Hein, c'est cette artère vertébrale. Alors bien sûr, la technique qu'on va voir ensemble sera une approche de C2 par rapport à C3. Alors, vous allez peut-être me dire que si on est entre C2 et C3, il y a moins de danger. Moi, j'ai envie de vous dire qu'un maximum de précautions ne fait pas de mal, hein, surtout quand on sait que nos tests cliniques sont aujourd'hui remis en cause, en particulier le test de Klein. Hein, il n'est pas fiable à 100%. Hein, on retrouve, d'après les textes et d'après, bien sûr, les études aujourd'hui, hein, qu'il y a beaucoup de faux négatifs, hein, ce qui nous amène quand même parfois à prendre plus de précautions donc, au niveau donc, des manipulations cervicales. Alors, je vais juste faire une petite pause. Alors, nous allons donc voir ces deux d'un point de vue neurologique. Alors, ces deux d'un point de vue neurologique, on va retrouver bien sûr le dermatome de ces deux, avec en particulier le nerf dit grand Arnold.
nerf occipital d'Arnold, le grand nerf occipital d'Arnold, hein, qui est la branche postérieure du deuxième nerf rachidien. Je me suis dirigé en haut, en dedans pour croiser le triangle, ce qu'on appelle le triangle de Thilo, formé par les muscles petit droit postérieur, grand droit postérieur, petit oblique et grand oblique. Le nerf d'Arnold va traverser le muscle complexus près du ligament cervical postérieur, puis le trapèze près de son insertion occipitale. Ce nerf d'Arnold, bien sûr, dès l'instant où on va y retrouver des dysfonctions de ces deux, sera automatiquement impliqué et on va retrouver donc d'un point de vue clinique lié à ces deux une forte probabilité de névralgie d'Arnold avec cette douleur typique de l'arrière-crâne qui va remonter le long du crâne, qui va remonter pratiquement jusqu'au fond. Donc on voit ici une vue plus postérieure, donc avec le grand Arnold et bien sûr le petit Arnold, et justement tout l'aspect dermatologique qu'on va retrouver ici donc au niveau du crâne. Alors, le nerf d'Arnold est bien sûr un nerf sensitif qui va occuper plutôt la face postérieure du crâne jusqu'à l'énifron, puisque au niveau de la face, on retrouvera l'innervation du 5-1 pour le front, 5-2 pour le nez, 5-3 donc pour la mandibule. Bien sûr, il a aussi donc, cette innervation exocrânienne avec la région occipitale jusqu'au vertex, la face postérieure du pavillon de l'oreille, la région frontale, la région suborbitaire et pariétale inférieure. Ça, c'est ce qui concerne l'exocrâne. Mais il y a aussi, bien sûr, un territoire endocrânien avec une partie donc d'innervation des méninges, surtout, bien sûr, la région occipitale. L'innervation méningée plutôt antérieure sera issue de 5-2. Et aussi, bien sûr, une innervation motrice, un territoire moteur. Le grand Arnold va donner des rameaux moteurs aux muscles grand oblique postérieur, splénus petit et grand complexus, ainsi que quelques rameaux également au niveau du trapèze. Ce n'est pas bien sûr la seule innervation du trapèze, puisque le trapèze est également innervé par le 11. D'un point de vue neurologique, une notion aussi importante, c'est qu'on va retrouver donc, ce qu'on appelle l'anse cervicale. Donc, l'anse cervicale, c'est une anse anastomotique qui va unir une racine inférieure liée du plexus cervical profond à une racine supérieure liée du nerf hypoglosse. L'anastomose se situe au niveau du tendon intermédiaire du muscle omoïdien en avant donc, de la veine jugulaire interne. De cette anse va naître quelques rameaux donc, pour l'innervation de l'omoïdien, du sternocléino-hyoïdien et du sternothyroïdien. Ceci nous amène déjà à conclure que C2 sera automatiquement lié à l'ATM et bien sûr au membre supérieur et qu'elle va quelque part participer donc par son activité motrice à une certaine régulation ATM membre supérieur. Donc d'un point de vue neurologique, on a vu que C2 c'était bien sûr ce nerf d'Arnold, surtout sur l'aspect plutôt sensitif. On a aussi une participation, mais de moindre importance, sur le muscle trapèze, mais bon, on a quand même cette participation au niveau du muscle trapèze et donc quelque part la gestion de la rotation, grande rotation de la tête, mais surtout par cette anse cervicale, nous retrouvons un lien très important au niveau donc de l'ATM et au niveau donc du membre supérieur. Donc, pour conclure un petit peu cette partie théorique donc, de C2, on a pu voir ensemble que C2, d'un point de vue biomécanique, était lié à la stabilité, que C2, c'était surtout une zone très proprioceptive, une proprioception plutôt passive liée au système ligamentaire avec une notion un peu de réception, de méga-récepteurs, mais aussi une proprioception active via l'ensemble des muscles antigravitationnels autour donc de C0, C1, C2. Un aspect également très neurovasculaire et vasculaire, neurovasculaire avec son système orthosympathique et toute la gestion de la microvascularisation crânienne, hexacrânienne et intracrânienne, et bien sûr aussi l'aspect vasculaire pur avec l'artère vertébrale. Et sur le plan donc neurologique pur, donc une notion très importante qui est le lien avec l'ATM et le membre supérieur. Nous allons maintenant passer à la pratique. Donc,
La pratique que je vais vous illustrer à travers quelques vidéos, quelques diapos avant de passer aux vidéos. Alors la pratique, justement, nous amène à essayer de trouver une technique qui va minimiser la rotation. Minimiser la rotation tout en localisant son action entre C2 et C3. Alors, pour localiser une action dans l'espace, on a plusieurs possibilités. La première possibilité, vous la connaissez, c'est évidemment quelque part de créer ici un angle. Voilà, un angle qu'on va retrouver là. Okay. Et automatiquement, dès qu'on a créé cet angle, si on fait une rotation, cette rotation va essentiellement s'exercer au niveau de l'angle, au niveau de la cassure. Oui, mais le problème, c'est que si on utilise ce procédé, si on utilise ce principe, on va automatiquement y ajouter de l'inclinaison. Okay. Y ajoutant de l'inclinaison, si on combine les mouvements d'inclinaison et de rotation, on va automatiquement avoir quelque part un mouvement dangereux donc, pour cette artère vertébrale. Donc, il a fallu trouver une autre solution. L'autre solution est d'utiliser un petit peu ce qu'on peut appeler manivelle de volet. C'est-à-dire qu'on a ici un premier axe qui va être C7 jusqu'à C3. Et on va créer une légère translation antéro-latérale pour créer un nouvel axe, C2, C0. Le fait d'avoir créé un nouvel axe permet automatiquement de localiser son action entre C2 et C3 en minimisant la rotation. C'est le principe du moment de la force. Dès l'instant où on va créer comme ça un nouvel axe, c'est le principe de manivelle de volet, on va tout simplement décupler la rotation, c'est-à-dire qu'avec un minimum de rotation, on aura un maximum d'effet entre C2 et C3. Donc, ça a l'avantage d'éviter l'inclinaison. Ça va à l'avantage aussi, quelque part, de maintenir les foramens de conjugaison ouverts, puisqu'on ne va pas en sacrifier un pour en privilégier un autre, puisque bien sûr, si on fait de l'inclinaison, qu'est-ce qui va se passer? On va protéger le côté du côté où on incline, mais on va automatiquement sacrifier l'autre. Sacrifier l'autre sur le plan vasculaire, par rapport à l'artère vertébrale, mais aussi sur le plan, bien sûr, neurologique au niveau du trou de conjugaison. Donc, l'avantage de créer cette manivelle va permettre justement d'avoir quelque part une certaine homogénéité donc, au niveau de notre rachis cervical. Bien sûr, il va de soi que cette translation antérolatérale va se faire avec un minimum de bras de levier, ce qu'on appelle un minimum mise en tension, et qu'il ne faudra surtout pas aller chercher la mise en tension maximum. On va toujours être dans une mise en tension minimaliste et dans des mouvements de faible amplitude. Donc, le départ, bien sûr, le patient est en décubitus dorsal. On va tout simplement accueillir la tête ici avec la main sous-jacente et placer un contact, on va le voir après en détail avec les vidéos, placer un contact sur la postériorité donc, de C2. L'exemple ici est une postériorité donc, de C2 à droite pour justement corriger cette postériorité. Notons bien que la facette articulaire entre C2 et C3 est orientée vers le regard. On voit bien ici que la ligne de drive, la ligne de thrust sera orientée exactement aussi vers le regard. Nous verrons dans la vidéo qu'il y a toute une mise en place du positionnement préalable et que le positionnement du thérapeute avant même de toucher le patient est très importante car elle permet justement d'ajuster ensuite des mouvements de précision et d'éviter tout élément parasite au niveau donc de la technique. Il faudra bien sûr avoir un maximum de stabilité. Pour avoir un maximum de stabilité, le coude du thérapeute sera posé sur le genou. Nous utiliserons exclusivement des tables basses avec également le genou ici du thérapeute qui va être reposé sur la table. On va utiliser un maximum de points d'appui, augmenter son polygone de sustentation, encore une fois, pour
permettre au thérapeute d'avoir un maximum de stabilité. Plus le thérapeute sera stable, plus son polygone de sustentation sera large, automatiquement, moins il mettra de force, plus il pourra mettre de rapidité et d'explosivité au niveau de sa technique. Nous verrons ensemble, dans la continuité donc, de la technique, que le but va être d'effectuer une rotation autour de l'axe de l'odontoïde. Encore une fois, protéger au maximum cette artère vertébrale en utilisant une rotation pure. Cette technique est d'ailleurs dérivée d'une technique connue qui est l'OA, qui s'effectue en pure rotation autour de l'axe de l'odontoïde. Et bien, quelque part, dans cette technique, on va effectuer une OAA localisée entre C2 et C3. C'est un peu, on pourrait la considérer un peu comme une variabilité de l'OAA, donc ou alors une OAA locale au niveau de C2. Le mouvement sera bien sûr un mouvement de rotation pure. Le mouvement sera bien sûr un mouvement de rotation pure. Il ne faudra surtout pas que la main sous-jacente soit fixe, car tout point fixe ici, si je mets un point fixe là, voilà, si je mets une fixité sur ma main sous-jacente, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, je vais faire une rotation de plus en amplitude et je ne serai plus du tout rotatoire par rapport à l'axe de l'odontoïde. Donc, pour permettre une rotation pure autour de l'axe de l'odontoïde, éviter toute inclinaison et minimiser donc cette rotation et surtout, encore une fois, s'interdire toute extension et rester le plus propre possible autour de cet axe de l'odontoïde. Il va donc falloir faire une rotation axiale et non pas une rotation par rapport à un point fixe qui serait la main sous-jacente. Je vais vous illustrer ça en vidéo. Alors, on va effacer mes dessins. Voilà. Alors, arrêtez le partage. Hop. Alors, on va donc voir ensemble les vidéos. Alors, je vais voilà. Donc, à travers deux vidéos, je vais vous illustrer cette technique C2. On va donc commencer par celle-ci. Voilà. Ok. Donc, on voit le patient, la patiente ici, donc en décubitus dorsal, table basse, ok, et le thérapeute, vous allez voir, qui va venir à la tête de la table et se présenter à l'aplomb de la table. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière, voilà, comme ceci, à 45 degrés. Alors, cette position 45 degrés voilà, sera une référence à toutes les techniques cervicales, puisque par rapport, ensuite, on va bien sûr pivoter des pieds pour se retrouver dans le bon plan, mais par rapport aux techniques cervicales, en particulier pour ce qui va être toutes les techniques cervicales hautes, que ce soit l'OA, l'occiput, C1, ok, pur, on va donc systématiquement se retrouver dans ce plan à 45 degrés. Plan à 45 degrés que je peux vous montrer aussi ici sur cette deuxième vidéo. Voilà, comme ceci. Tac, voilà. On voit ici les deux pieds qui vont être à 45 degrés. Donc, par rapport à la table. Voilà. Et on les retrouve là aussi, bien sûr, par rapport à la table. Ensuite, donc je vais repasser là-dessus. Le thérapeute, voilà, va effectuer, on va monter sur la pointe des pieds, je vais vous la repasser voilà, au ralenti.
il va monter sur la pointe des pieds et pivoter. OK? Pour que le pied avant, OK, se retrouve, lui, dans le plan des yeux. C'est-à-dire qu'il va dépasser le petit côté de la table. Je m'explique. Lorsqu'on effectuera notre technique, hein, qu'on appelle la technique dite OAA, on va garder les deux pieds parallèles par rapport au petit côté de la table. Cette fois-ci, pour ces deux, on va se retrouver, le pied avant va se retrouver dans l'axe du regard. Okay? On le voit aussi ici sur la deuxième vidéo. Okay, et là, je vais tourner un peu plus. Okay. Voilà. On voit ici donc sur la deuxième vidéo avec un autre plan. Donc, on retrouve toujours le pied ici avant, le pied arrière. OK. Et ça va être organisé vers les yeux, vers le regard. Okay. C'est la grande différence entre C2 et l'OA. Pour la technique OA, le point de départ sera à peu près la même chose. On va se présenter à 45 degrés par rapport donc à la table, petit côté, grand côté. On va monter sur la pointe des pieds et pivoter jusqu'à ce que les deux pieds soient parallèles. Pour C2 spécifique par rapport à C3, on va pivoter un peu plus et orienter le pied avant dans l'axe du regard, comme vous pouvez le voir ici sur les deux vidéos. Ensuite, il va falloir bien sûr descendre. Pour pouvoir descendre, il faut éviter de se pencher en avant. Le fait de se pencher en avant m'amènerait à automatiquement déplacer mon centre de gravité au-delà de la structure à corriger. Okay? Donc, pour pouvoir rester stable et pour que le centre de gravité puisse rester au centre du polygone de sustentation, il va dans un premier temps falloir reculer le bassin et ensuite plier les deux genoux. Comme on va le voir ici, on va reculer le bassin et plier les deux genoux. On va le voir aussi sur cette vidéo-là. Par rapport à C0, C1, C2, je suis vraiment parallèle aux épaules. Voilà, là j'explique en cours. Je regarde vers les yeux. Tac. Je peux faire ça. Alors, on va avancer un petit peu. Voilà. Et à partir de là, on va reculer le bassin. Voilà. Je reviens un tout petit peu en arrière. On va donc reculer le bassin. Comme ceci. OK ? Ça va tout simplement permettre de maintenir notre centre de gravité au milieu donc du polygone de sustentation. Ensuite, on va rechercher un maximum de stabilité. Pour rechercher un maximum de stabilité, on va tout simplement amener deux points d'appui. On va tout simplement donc amener deux points d'appui supplémentaires. On va poser ici le genou sur le coude sur le genou. Je vais vous l'illustrer tout de suite. Voilà, comme ceci. Tac. Et on ne le voit pas, mais on le verra après sur la prochaine vidéo. Pareil, on va venir ici avec le condyle interne, la face interne donc, de notre genou caudal, venir s'appuyer contre le rebord de la table. Le pied va ensuite s'ouvrir, le pied du grand côté de la table, pour augmenter cette stabilité, comme on peut le voir ici donc, sur la deuxième vidéo. Voilà. Les pieds ici sont ouverts. Okay ? Et on va bien sûr venir chercher un maximum de stabilité. Ensuite, voilà, comme on va le voir ici. Alors, la prise au niveau de la tête. Alors, il va y avoir justement une main de support, une main quelque part de maintien et une main de contact. La main de maintien, donc celle qui va supporter la tête, on va tout simplement venir placer le pouce dans la mandibule. Ça, c'est très important. Donc, le pouce sera placé dans la mandibule. Ici. Voilà, comme ceci. Et l'index et le majeur
vont venir en contact de l'articulaire opposé de celle à laquelle on veut corriger. Si ici je veux corriger une rotation postérieure, une rotation droite, une postériorité à droite, quelque part, j'irai positionner mon index et mon majeur sur l'antériorité relative à gauche. Donc, antériorité relative ici. OK? Voilà. Tac. Ce qui va permettre à la main sous-jacente de contrôler à la fois cette extension et l'inclinaison et en même temps, justement, l'activité sur le PAP opposé à celui, de celui qu'on veut corriger. Okay, on va le voir ici sur la vidéo. C'est un petit peu différent. Alors, pour l'OAA, les mains venaient sur les cervicales. Pour C2, voilà. L'index majeur va vraiment venir chercher ici le PAP de C2. Voilà, ici, le PAP de C2. Le pouce sur la TL. Alors, on va ensuite voir le contact. Je vais avancer un tout petit peu cette vidéo. On le verra un peu mieux après. Voilà. Ici. Alors, je reviens un peu en arrière. Top. Voilà. Au niveau du contact, donc on a vu ensemble la main sous-jacente. Donc la main sous-jacente, celle qui vient accueillir la tête avec le pouce dans la mandibule, qui va permettre justement de gérer flexion-extension et de s'interdire toute extension. Et l'index majeur qui va venir contacter le PAP opposé de ces deux afin aussi de le contrôler et qui va, elle, donc l'index majeur va limiter et s'interdire l'inclinaison. Donc c'est quelque part la main sous-jacente qui va permettre de contrôler justement l'excès d'inclinaison-rotation. Au niveau de notre contact, le contact, on va venir poser ici ces deux. Alors, je vais vous faire un petit schéma. Voilà. On va venir poser le pouce ici en regard de l'ATM. On voit contact indexiel sur la postériorité donc, de ces deux. Et encore une fois, ce qu'on remarque ici, bien sûr, c'est le coude orienté vers le regard. Okay, on le voit aussi ici. Okay, le coude orienté vers le regard. Très important. On voit sur la vidéo qu'on est en inclinaison ulnaire. On se retrouve en inclinaison ulnaire. Tac, tac. Avec le poignet strictement dans l'axe. C'est-à-dire que le poignet doit faire partie intégrante de l'avant-bras. Il doit y avoir une continuité entre le coude, l'avant-bras et le contact, la métacarpophalangienne. Okay, il ne faudra surtout pas casser le poignet en extension ou en flexion. Le poignet doit rester rigide, doit rester dans l'axe, okay, dans le prolongement de l'avant-bras, car quelque part, on ne va pas chercher à corriger C2 avec son index, mais on va chercher à corriger C2 avec son coude. Ça va être une impulsion qui va venir du coude et non pas justement qui va venir de la main. Il faudra veiller à ne pas agripper la tête et ne pas agripper C2 et justement être le moins agressif possible. On va venir chercher un contact pulpaire, donc un contact, au niveau donc ici de la métacarpophalangienne sur la postériorité de C2, mais on ne va surtout pas chercher à venir agripper C2. D'accord? Ce contact, on va le chercher à partir d'une densité. On va rechercher un gros durée sensible, on va chercher une notion de tissu conjonctif dense. Okay, et la notion de densité, on va le ressentir au niveau de l'avant-bras et au niveau du coude, et surtout pas au niveau de la main. Il faudra rester le plus léger possible, le moins agressif possible au niveau de ses mains. L'action, vous allez le voir ensuite, va se passer entre les coudes. Alors, on va continuer. Donc, là, on voit la prise, voilà, et cette translation. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Tac. Voilà. Position 0 et la translation. Je recommence. Position, on revient en position neutre
Et on effectue donc à la fois une translation antérieure et une translation latérale. Top. OK? On a fait donc un décalage. On a décalé l'axe C0, C2 par rapport au reste du rachis. On le voit aussi sur cette vidéo-là. On revient en position neutre. Et on va, voilà, translation antérieure, translation latérale. Alors, on voit un peu moins bien. Alors, on recommence. Voilà. Comme ceci. OK? Voilà. Vous faites une C2 localisée. À peu près 45 degrés de rotation, pas plus. Vous ajustez. On va voir ça après. Un petit peu de structure, vous le faire en fonction de l'intensité. Et vous faites tomber avec une boucle de. Voilà. Alors, on va revenir un peu en arrière. Et là, hop. Alors, cette translation antérolatérale, comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu le principe de la manivelle. Donc, le principe de la manivelle, hein, ça va être de créer ce nouvel axe. Donc, quand on effectue cette translation, on part du principe que là, on a le rachis cervical, donc inférieur, et on va hop, déporter un tout petit peu en antéroposte. OK? Voilà. L'axe de l'odontoïde est représenté ici, vous voyez, par le trait vert. D'ailleurs, que je peux continuer. Je peux continuer ici. Ensuite, une fois qu'on a fait cette translation antérolatérale, on va laisser tomber la main de soutien. On va laisser tomber la main de soutien. On va régler l'inclinaison en venant faire un mouvement de recul comme ceci. Voilà. On va venir reculer et laisser tomber la main inférieure. OK? Et pendant ce temps, la main supérieure va venir s'avancer au-dessus de la main qui recule. L'action va se faire avec les deux mains. Si vous fixez la main inférieure, automatiquement, vous allez tomber en dehors de l'axe et vous allez dépasser cet axe donc de l'odontoïde. Le but, ça va être de laisser tomber un petit peu la main inférieure, de venir un peu avec l'index et le majeur reculer le PAP antérieur afin de minimiser bien sûr l'avancée du PAP postérieur. Ça va être une rotation qui va se faire autour de l'axe de l'odontoïde grâce à mes deux coudes, mes deux avant-bras, okay, mes deux mains en tout cas, grâce à l'action synergique de mes deux membres supérieurs. Et on reste, voilà, vous voyez, autour de l'axe. Je reviens un tout petit peu en arrière. Hop, voilà. On se retrouve ici donc au niveau de l'axe. Regardez. Je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. Alors, je vais me remettre bien. Voilà. Ici, on est autour de l'axe. Et je vais venir donc thruster, toujours en restant ici sur cet axe. Au niveau du thrust, on va faire un thrust balistique. Ce n'est surtout pas un thrust à l'arrêt. On va faire un thrust balistique tout simplement pour augmenter l'aspect réflexe. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir chercher la barrière conjonctive, je vais venir rechercher le gros duré sensible, hein. Donc quelque part l'altération tissulaire, c'est ça qui va m'intéresser, hein. Je vais venir chercher donc une sorte de résistance tissulaire, et cette résistance tissulaire sera ma porte. Cette porte, en aucun cas, je vais la franchir. Je vais quelque part
essayer de revenir un tout petit peu en arrière. On va revenir un tout petit peu en arrière, un peu comme si la porte était un point 0 sur lequel on va faire -1, -2, -3. Et ensuite, l'idée sera de faire une rotation qui va s'arrêter strictement à la porte. Ne pas frapper la porte, mais frapper à la porte. Voilà. Donc, on voit dans cette technique, alors bien sûr, on a ici quelqu'un de souple, évidemment, mais que la rotation ne va pas excéder, on n'arrive pas à 90 degrés de rotation. Okay, on va être entre 45 et 60 degrés de rotation maximum, mais plus on se rapproche des 45, mieux c'est. Le but, bien sûr, va être surtout pas, encore une fois, de rajouter de l'inclinaison et de rajouter de l'extension pour localiser notre action. Si on revient encore un peu en arrière, on voit que je reste ici autour de l'axe de mon montoïde. Voilà. Et je truste sur cet axe. Autour de cet axe et sur la barrière conjonctive. Je vous remets ici celle-là. Voilà. Sur cette vidéo, on voit bien ici le coude dans l'axe des yeux. OK. Voilà. C'est donc un thrust balistique en accélération, faible amplitude, on va presque dire quasiment aucune amplitude, avec surtout pas le but de corriger une position, mais bien d'informer un tissu dans un but purement réflexe. Voilà, donc une démonstration un petit peu de la façon, mon point de vue sur C2, la façon de corriger une C2 par rapport à C3. Alors, bien conscience qu'il y a d'autres techniques, il y a d'autres points de vue. C'était un point de vue que je voulais partager ce soir, surtout avec, encore une fois, cette idée de protéger cette artère vertébrale au maximum. Alors, on va peut-être parfois trop protéger, mais encore une fois, le maximum de précautions sera mieux pour ce rachis cervical. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques notions supplémentaires autour de cette vertèbre C2. Je vais vous laisser donc mon mail et vous pourrez éventuellement donc m'envoyer. Je vais à tout le monde. Voilà. Hop. Alors, voilà. Voilà. Je vais vous envoyer le mail. Alors, je vais vous l'écrire. Non, je ne sais pas comment je fais pour vous l'envoyer. Alors, attendez. Je juste un truc à régler. Alors, on va déjà arrêter le partage. Voilà. Ok. Alors, voilà. Et je vais... Alors, à tout le monde. Voilà. Je vous donne mon mail. Donc, normalement, vous allez le recevoir via le module conversation. Voilà. OK. Alors, par contre, voilà. Ça va marcher. Voilà. Donc, vous avez reçu tous mon mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez donc la copie de cette vidéo et en même temps donc le PDF concernant le PowerPoint que je vais transmettre en PDF et que je vais transformer en PDF et que je vous transmets dans la foulée. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté une autre vision peut-être d'une façon de corriger ces deux. Donc n'hésitez pas
à venir donc sur l'espace ostéostructure. Hein. Il y a des actualités qui vont être mises à jour, de nouvelles vidéos aussi. Beaucoup de nouvelles actualités qui vont apparaître là au début de la rentrée, au début septembre. Alors pour info, il y a une formation spécifique pour cervical donc au mois de décembre avec Josepha Soto, donc on va être à 2 donc pour animer ce cours. Et il y aura beaucoup de nouveautés aussi en 2021 avec la venue de Serge Paoletti, de José Kunzler. Donc voilà, il y a beaucoup de nouveautés à venir donc, chez Ostéostructure. Donc la prochaine vidéo, il y a 2 vidéos de prévues. Hein. Il va y avoir une vidéo sur le diaphragme hein, et une vidéo donc sur le reboutement. Et bien sûr, tout au long maintenant de l'année, je vous propose gratuitement hein, des séances vidéo sur des techniques, des débats, des articles. Je fais aussi parfois des interviews sur différents formateurs qui viennent donc enseigner donc, chez Ostéostructure. Hein, le but d'Ostéostructure, c'est aussi de s'ouvrir à d'autres techniques et à d'autres points de vue. Et ça sera bien sûr de faire intervenir des formateurs avec parfois une vision différente. Hein. Mais encore une fois, l'ostéopathie est un métier de partage et surtout est un métier d'ouverture. Et j'espère que ce soir, vous avez pu apprécier donc cette vidéo donc, autour de ces deux. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable soirée et une bonne fin de semaine. Et à très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo sur Ostéostructure. Merci à tous.